10 jours après leur condamnation, Ernest Ouandié et 2 de ses compagnons d'infortune savent que la mort les attend le 15 janvier 1971. Menottés et escortés par la soldatesque d'Amadou Ahidjo, le nationaliste avance la tête haute et le sourire omniprésent devant des populations de Bafoussam plus apeurées que lui. Ligoté sur un poteau par le peloton d'exécution, il refuse qu'on lui bande les yeux avant sa mise à mort. Son sourire ne l'a pas quitté pendant qu'il était criblé de balles. Le procès commence quand? Le 26 décembre. C'est-à-dire qu'on a encore les alcools plein la tête. C'est là qu'on fait le procès de Ouandié. Et Ahidjo, tout bêtement, il fait diffuser le procès de Ouandié. Et c'est là que nous, notre jeunesse, on avait 20 ans, on découvre que le monsieur qu'on appelle le chef de la rébellion, le maquisard, est d'une stature terrible. C'est comme ça que nous sommes entrés à l'UPC, par admiration pour Ernest Ouandié. Toute la génération, là, les Ekane et Anissé, tout ça, là, on est entré à l'UPC parce qu'on a suivi le procès Ouandié. Donc le procès a lieu. Et on désigne un éditorialiste. On n'avait pas de télé, Radio Cameroun. Et qui est l'éditorialiste? Un bandit qu'on appelle Jean Zoua, un prélat. Donc c'est lui qui, tous les jours, est à la radio pour dire qu'il faut tuer ces gens-là, y compris son collègue, l'évêque de Nkonsamba, Albert Ndongmo. Voilà comment le procès a lieu avec une médiatisation terrible. On montre les photos, on montre les Ndongmo qui sont en train d'aller au tribunal. Toutes les photos, toutes les photos. Après une longue carrière de moniteur indigène entamée en 1944, le natif de Ndoumla, dans l'arrondissement de Bana, à l'ouest du Cameroun, s'est lancé dans la vie politique en rejoignant dans un premier temps les mouvements syndicaux et plus tard les rangs de l'UPC à sa création en 1952. Il en est devenu le vice-président, puis le leader en 1961. Avec courage, il a conduit plusieurs manifestations largement suivies dans la ville de Douala et dans plusieurs autres bastions du parti nationaliste. Elle reflétait l'aura d'un visionnaire qui savait haranguer les foules et polariser l'attention même des jeunes générations. Il y a un monsieur qui est Focard, qui était l'homme de la France-Afrique. Focard était à Yaoundé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des pressions pour qu'on n'assassine pas ces gens-là. À commencer même par le conseiller politique de Ahidjo, qui s'appelait Senga Kouo, qui était un UPCiste, et qui a dit à Ahidjo, il est déjà fatigué, il n'y a plus de maquis, donne-lui une résidence, il sera surveillé, mais ne le tue pas. Les étudiants ont fait pression, il y a même des professeurs d'université qui ont demandé qu'on ne tue pas les gens. Mais Focard n'était pas loin. Focard est venu dire à Ahidjo, il faut tuer Ouandié. Et j'attends, il était au Gabon. Si Ahidjo ne tuait pas Ouandié, on ne sait pas s'il allait rester à son poste. Ernest Ouandié avait su donner le ton et l'exemple du courage, de la confiance et de la fidélité en ses convictions. Vous savez, l'assassinat d'un chef politique n'a jamais résolu une crise politique. C'est certain. Bon, c'est un fait que le peuple camerounais ressent douloureusement la perte d'un de ses guides, mais à la longue, le peuple camerounais se dit qu'il a perdu un chef, mais que la lutte continue. Il ne faut pas oublier que le président de la République du Cameroun, qui s'appelle Ahidjo, a mis beaucoup d'argent pour sortir les gens de l'ouest des maquis, construire des routes, donner de l'argent, etc. Donc la réalité, c'est que le maquis était encerclé. Il n'y avait plus de lieu sûr. Parce que quand on dit, pour nous qui avons fait la révolution,
qu'on a étudié les luttes révolutionnaires, quand le chef, le QG commence déjà à se déplacer, c'est qu'il n'y a plus de sécurité. C'est-à-dire que Wandje, en fait, était dépassé par les événements. Ce n'était pas de sa faute, mais il faut dire qu'on a mis le paquet, aussi bien comme on a fait en Pays Bassa qu'en Pays Bamileke. On a précipité les gens du haut des chutes. On a bombardé Badenkop au napalm. On a brûlé beaucoup de villages. Il est attrapé. Tous sont à la BMM, traumatisés par la violence de la torture. C'est-à-dire que la Gestapo a été reconstituée à Yaoundé, à la BMM, où on torturait à l'électricité, où la France a copié les méthodes de torture de la Gestapo pour venir les appliquer aussi bien aux Camerounais qu'aux Algériens du FLN et au peuple algérien. C'est pour ça que les peuples algériens et camerounais sont des peuples frères dans la torture, dans la lutte pour leur indépendance, parce qu'ils ont pris les armes. Personne d'autre dans l'empire colonial français d'Afrique, personne d'autre n'a pris les armes, sauf l'Algérie et nous. Voilà. Il y avait 3 procès. Il y avait un procès en Union soviétique, il y avait un procès en Espagne à la même époque. Et il y a le procès de Yaoundé qui fait la une des journaux. Un prélat, parce que le truc c'était le prélat condamné à mort. Donc pendant le congrès, on décide donc de faire des cartes postales dans lesquelles on adresse à Pompidou, le président français, pour demander de surseoir à l'exécution des condamnés à mort. Évidemment, le Vatican aussi, il dit, mais vous n'allez pas condamner un évêque à mort. Pompidou insiste pour que les UPCistes soient tués. Georges Pompidou a telle enseigne qu'au lendemain de l'assassinat de Wandje, au mois de février, Pompidou fait une très grande visite d'État au Cameroun pour remercier Ahidjo d'avoir tué Ernest Wandje. Parce que finalement, le type avait une telle stature et qu'est-ce qu'il a dit le dernier jour? Wandje a dit, l'histoire jugera. Et l'histoire a jugé. Indiscutable, la légende de Wandje fait son œuvre et se renouvelle au fil des générations.